Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde d'aujourd'hui. On va faire le test complet du Honor 5C. Donc oui, il y a eu un petit temps entre le petit test express et celui-là. Et celui-là, donc, il sera plus complet et ne sera pas en partenariat avec JVC comme l'autre. Ça fait que la partie gaming, ce sera comme d'habitude. Le test ne sera pas un peu plus axé, ce sera comme d'habitude. Donc le Honor 5C, il a fait parler de lui parce qu'il a un processeur en 16 nanomètres. C'est-à-dire que d'habitude, sur les entrées de gamme, on est sur du 28 nanomètres, quelque chose de classique, donc c'est la finesse de gravure. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du 16 nanomètres et du 14, par exemple, sur le haut de gamme, donc par exemple sur les processeurs de Samsung, et sur par exemple le Snapdragon 820, qu'on retrouve sur tous les hauts de gamme du moment. Et donc la grande particularité de faire ça, en fait, que ce soit plus fin, c'est que ça consomme moins de un et de 2, il y a moins de chauffe aussi. Donc ce qui fait que ça a été annoncé vraiment en grande pompe, comme quoi, voilà, c'est de l'entrée de gamme, et d'avoir ça, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même très intéressant. Et le Honor 5C, donc, est le fer de lance de ce processeur. Donc en gros, il reprend un petit peu les particularités du Huawei P9 Lite, sauf que bah, cette particularité qui est censée faire en sorte que, selon les dires marketing, qu'un processeur 16 nanomètres avec une batterie de 3000 mAh est à peu près équivalent à un processeur de 28 nanomètres avec une batterie de 4000 mAh en termes d'autonomie. Sauf que bah, quand on va le voir dans le test, bah, c'est pas vraiment le cas. Et c'est là où tout s'effondre, parce que c'est vraiment la base du téléphone, et c'est son plus grand atout marketing. Mais le reste n'est pas vraiment mis en avant, c'est-à-dire que c'est son seul atout marketing, le fait qu'il se rate là-dessus, bah, c'est décevant. Et ce qui fait que j'ai pas du tout été convaincu par ce téléphone, et on va voir ça tout de suite dans le test. Au niveau du design, on se retrouve avec un smartphone qui fait donc 5,2 pouces, un design qui est assez basique, on va dire, sur la face avant, puisqu'on aura donc les 5,2 pouces, on a les capteurs ici de proximité et de lumière, le haut-parleur qui est quand même, je trouve, l'avantage d'être de la même couleur que la façade, quelque chose qui devient assez rare aujourd'hui, la caméra avant, la lettre de notification qu'on peut voir ici. En bas, on a l'apparition. C'est quand même la première fois sur un Honor, je crois qu'on a le Honor qui est sur la face avant. Pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie, pour ceux qui me connaissent, puisque je trouve que ça habille un petit peu la face avant et ça la rend un peu moins neutre. Ça l'habille un petit peu, ça permet de savoir rapidement quelle est la marque du téléphone. Sur les côtés, nous avons donc une tranche qui est toute en plastique avec le bouton power à droite avec le bouton moins et plus. On peut voir une espèce comme si c'était, il y avait plusieurs traits en fait. Donc ça c'est sur tout le long de cette tranche. On peut voir le micro secondaire, la prise jack. Si on continue ici, on a le tiroir SIM, donc dual SIM ou SIM plus SD. Si on descend en dessous, on a... Alors, c'est pas de haut-parleur, ça on y reparlera sur la version, enfin la partie son, mais ici c'est le micro, ici c'est le haut-parleur. Ici on a le micro USB, et avec deux vis qui, bon, ça reprend un peu le style Apple, donc normalement c'est des fausses vis. Ensuite, au dos, on se retrouve avec un dos en métal, donc un métal qui reprend un peu, ça doit être le même métal que l'Honor 5X, avec appareil photo 13 mégapixels, aussi le même que le Honor 5X, et on en reparlera. Un flash, donc pas un flash simple, hein, pas un dual tone, comme ce qu'on peut voir un petit peu partout. Donc on a le Honor en bas. On peut voir que le modèle c'est le NEM L51, donc celui qui a eu l'idée d'appeler le téléphone NEM, donc son nom de code. C'est très 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 marrant. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut voir en fait, c'est que ça reprend à peu près donc les lignes du Honor 5X. Ça arrondit un petit peu plus de souvenirs par rapport au 5X, ça arrondit un petit peu plus ici, et on peut voir que le plastique rentre un peu vers l'intérieur du dos de l'appareil, comme si c'était pour montrer que justement il est un peu plus petit, il est un peu plus entrée de gamme, et donc ce qui fait qu'il est normalement en dessous du Honor 5X. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Ce qui fait que ça rend un petit peu particulier, surtout avec ce côté un petit peu ces petites lignes qui font un petit peu design. En fait, on a l'impression que c'est le plastique un peu coulé entre guillemets sur la façade arrière. Je sais pas comment expliquer ça correctement, mais c'est un peu l'idée que ça me donne. Donc ce qui fait qu'on a un façade en métal, c'est quand même plutôt pas mal pour le prix. Enfin une façade, un dos plutôt. Un dos. Au niveau de... Après du design, on est sur du design donc typique Honor 5X et même classique, hein, c'est-à-dire la façade avant très neutre, les boutons, voilà, il n'y a pas de grand chose qui change par rapport au Honor 5X à part ce plastique qui rentre un peu sur la face, le dos. On n'a pas sur la version Europe, il faut le savoir que sur les autres versions, on a un lecteur d'empreintes, en Europe, on ne l'a pas.
Je crois qu'il y a que en Europe où on ne l'a pas, ce qui fait que si vous prenez des coques, attention à ne pas prendre de coques de Chine parce que sinon vous allez avoir un trou pour le lecteur d'empreintes. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il y a un poil massif dû à ces 5,2 pouces. Et si on compare à du 5 pouces, on sent la différence visuellement et même en main. Ce qui fait que, comme il n'est pas super bien optimisé en termes de taille, parce que ça reste un entrée de gamme, bien évidemment, on a plus l'impression, du moins c'est mon avis, d'avoir un téléphone qui fait un peu plus fablette en termes de prise en main, donc en termes de largeur, que téléphone de 5 pouces. C'est, je trouve, là un peu bâtard en termes de taille, et on se retrouve avec quelque chose qui est une prise en main, avec un écran un poil plus grand sans être une phablette, c'est un peu particulier. J'apprécie pas trop, ce qui fait que c'est... hop, c'est... J'ai... J'ai un peu du mal avec ce design, dans le sens où voilà, il est un peu trop mastoc, je trouve visuellement. Visuellement déjà il fait mastoc, et je pense que ça joue aussi, ce côté où ça rentre un petit peu à l'intérieur de l'appareil, ça joue aussi je trouve. Et en main ça se sent surtout quand on compare par exemple au Lenovo K5 qui lui un peu qui fait 5 pouces, malgré donc pareil une optimisation qui n'est pas forcément des meilleures, mais il reste plus petit quand même. Et en main, on sent quand même la prise en main qui reste beaucoup plus compacte. Donc là, c'est un petit peu dommage puisque le compact se perd un petit peu. Et j'aurais préféré quand même une taille de 5 pouces qui reste un peu moins bâtard, même si on a des soft keys. C'est surtout sur la largeur où ça va jouer. Donc après, attention à voir, hein, si vous avez l'habitude du 5 pouces, le 5,2 va quand même changer un peu la prise en main. À voir, c'est vraiment le mix entre prise en main phablette mais pas trop, et l'écran presque phablette mais pas vraiment. C'est presque ça. Au-delà de ça, ça reste très soigné, c'est bien ajusté. La prise en main, au-delà de ça, au niveau du confort, c'est quand même très bon. Le côté arrondi joue beaucoup. Et comme c'est un petit peu épais aussi, on va avoir une bonne prise en main. Ce qui est un peu particulier quand même, c'est d'avoir juste le dos qui est en métal, mais cette partie est en plastique, donc ça se ressent pas forcément. Ça se ressent un petit peu parce que le métal prend pas trop la chaleur, dans le sens où quand il va faire froid, bah ça va être moins réactif que d'autres smartphones où quand il va faire froid, le métal va être vraiment froid. Là, il va être moins froid, donc c'est quand même mieux, je trouve ça plus agréable. Mais c'est un peu particulier d'avoir comment dire, un dos qui est en métal, mais pas la tranche, alors que d'habitude c'est plus le contraire. Donc après, à vous de voir, mais voilà, c'est un peu le côté massif que je reproche un peu au téléphone par rapport à sa taille. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec un smartphone qui est avec EMUI 4.1 et le tout sous Android 6.0, donc un téléphone qui est à jour. Donc c'est quand même assez agréable de pouvoir utiliser donc ce téléphone avec la dernière mise à jour Android et EMI 4.1 qui irait quand même pas mal de soucis qu'il y avait notamment en termes d'optimisation, comment dire, ergonomique, parce que c'était un petit défaut qu'il y avait sur EMUI en général. Donc il y a déjà une optimisation en termes de fluidité, on est sur un appareil qui est tout à fait fluide quasiment tout le temps, il y a des fois où c'est un petit peu moins fluide. Il faut aussi avouer qu'il y a eu une petite modification au niveau des animations, puisqu'elles sont à 0,5 fois au lieu de 1, pour cacher le fait qu'une fois, il y a quelques petits ralentissements qui peuvent se montrer. Là où en 0,5, c'est plus rapide, donc ça se voit moins. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Sinon, on est sur donc une surcouche qui est tout à fait classique, avec les choses habituelles, donc météo, enregistrement sonore, miroir un peu particulier. On a la radio FM, pour ceux que ça pourrait intéresser. On a une sauvegarde aussi pour les applications, intéressant surtout pour les mises à jour. On a News Republic qui est installé d'office. Alors non, je suis pas sûr. Non, le News, non, pardon. Par contre, on a Santé qui lui va permettre de compter les pas en fait naturellement. Il est activé de base en plus de ça, et donc il va vous dire ce que vous consommez par jour, en termes de calories. Donc ça reste assez simple comme vous pouvez voir, et ça permet de suivre ses pas et le nombre de pas qu'on fait. Donc, par exemple, là, j'ai consommé 473 calories le jour où je les ai utilisées, enfin, je l'ai utilisé, et qu'il a compté mes pas. Il est plutôt précis, il n'a pas l'air de prendre trop en considération le train ou, par exemple, le tram, donc ça, c'est quand même aussi une bonne chose.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la gestion, donc quelque chose de classique hein, sur les téléphones chinois et maintenant européens. C'est qu'on a la gestion de pas mal de petites choses via une application de gestion, justement, donc optimisation système pour le cache, les choses à jeter, etc. Donc là, on peut optimiser, on a 93%. Donc gestion des flux, filtre anti-spam aussi pour bloquer les appels. On a la gestion de la batterie qu'on peut aussi avoir via les paramètres. Donc on a un mode de gestion intelligent, ultra ou performance. Donc ultra, c'est surtout pour réduire au minimum toutes les fonctions et pouvoir garder un petit peu plus longtemps son appareil. On peut protéger les applications aussi pour que ça évite de les mettre en veille et ça permet d'avoir les notifications parce que certaines notifications, comme beaucoup de surcouches chinoises, elles vont passer à la trappe malgré ça. On peut aussi voir la maîtrise de la consommation d'énergie excessive, même si ça reste assez particulier. J'ai jamais été comment dire, j'ai jamais été très juste embêté par ça, mais en tout cas, ça va être un peu mieux géré. On peut aussi optimiser, entre guillemets, la batterie, mais bon, ça reste quelque chose de classique, comme ce qu'on peut voir avec CleanMaster ou quoi que ce soit, et c'est souvent pas réellement utile au final, mais c'est même le contraire. Gestion des bulles de notification aussi, ça permet au cas où, si vous avez donc par exemple Messenger, de les afficher en superposition par rapport à l'écran. Vous pouvez aussi faire en sorte donc soit de les afficher, soit non. Vous pouvez gérer aussi donc les notifications, quelque chose de classique sur les choses chinoises. On peut verrouiller les applications, donc mettre un code spécifique et application protégée. Voilà, ça on l'a vu juste à l'instant. Ensuite, donc on a iCare, mais ça on s'en fout. On a Shazam qui... Non, Shazam non, c'est pas mis de base. J'ai un peu mal géré. Ensuite on a les thèmes qui... bah là j'ai pas la sim, donc ce qui fait que là on peut voir qu'il y a un seul thème de mis de base. Mais ensuite vous avez, si vous mettez la sim, c'est toujours quelque chose que je comprendrai jamais sur les Huawei. Il faut mettre la sim pour pouvoir accéder au magasin de thèmes. Donc, ce qui fait que vous avez un magasin de thèmes, bien évidemment, pour pouvoir télécharger d'autres thèmes et les installer, ce qui va changer le fond d'écran, les icônes, etc. Mais je trouve que le thème de base est quand même plutôt joli. Pour une fois, ce qui est bien, c'est que tout est à peu près adapté. On garde les choses classiques du Play Store, etc. Et les icônes sont plutôt jolies à regarder, donc je laissé de base, c'est très bien comme ça. J'ai pas eu de choses particulières. On a bien évidemment tout ce qu'il y a de chez Google. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de particulier? On va avoir dans affichage, on va pouvoir gérer la température de couleur de façon assez complète cette fois-ci, beaucoup plus complet qu'avant et que la plupart des smartphones. Je crois que l'un des plus complets, c'est aussi Sony sur la température. Là, ça va pas trop changer, ils sont pas allés trop loin, mais ce qui va permettre vraiment de gérer, de mettre un point sur ce 360 degrés en fait, ou avoir quelque chose de beaucoup plus simple, chaud, froid ou par défaut. Et après, vous pouvez régler et ça va le garder. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa, assez simple à utiliser, et on voit ça en direct en plus. C'est plutôt cool. Sur le son, on a en particularité l'effet SWS, donc normalement c'est un effet cinéma, mais là on l'a dans le casque. Le truc c'est que je vous conseille directement si vous recevez l'appareil de le désactiver, on y reviendra au son, parce que c'est vraiment pas intéressant du tout, c'est même le contraire. Ensuite, on a la barre de notification qu'on peut donc gérer pour inverser, pour avoir aussi la possibilité de descendre ou remonter la barre de notification. On a le menu flottant qui va permettre en fait d'avoir donc quelques petites choses verrouillées ou encore ici donc ça va supprimer toutes les applications qui sont en arrière-plan. Donc quelque chose qui peut être utile, mais ce qui est dommage c'est qu'on peut plus en fait enlever cette barre en fait par rapport au Nord 6, maintenant ça date un peu, et ce qui fait que je trouve que ce menu flottant n'est pas très utile au quotidien, puisqu'il fait vraiment doublon avec cette barre qui est toujours présente. Contrôle par les mouvements, on va pouvoir retourner pour couper le son. Interface de navigation, donc afficher écran réduit, donc ça par exemple, si on fait comme ça, on va avoir un écran qui est réduit. Donc efficace. Changement de clavier, donc avoir un clavier réduit aussi, donc vous pouvez l'activer. Les commandes vocales, donc si jamais vous voulez faire un appel rapide, voilà, donc c'est voilà. Par contre, c'est si on l'a en français maintenant, donc ça c'est quelque chose de plutôt bien. Annonce vocale des appels entrants, donc ça va dire qui appelle.
Démarrage et extinction programmée, maintenant c'est mis en place de plus en plus un peu partout. Désactivation du mode tactile quand il est dans la poche, puisqu'il va détecter en fait avec cette partie-là s'il est près d'une zone, et ce qui fait que ça va empêcher le tactile de fonctionner. Et le mode gant pour augmenter la réactivité en termes de tactile. Ensuite, donc application, paramètres avancés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a la petite chose assez sympa, c'est-à-dire que quand vous mettez une carte SD, voilà, là vous voyez par exemple là l'utilisation du stockage interne est complètement saturée, mais ce que vous pouvez faire quand vous téléchargez des jeux, c'est de les mettre directement sur la carte SD. Pour ça, ce qu'il faut faire, vous choisissez emplacement par défaut et ça va mettre sur la carte SD Samsung. Alors ce qu'il faut savoir, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être utile que pour la partie hub des applications. Donc ça concerne réellement, essentiellement les jeux et quasiment uniquement les jeux. Où en gros, c'est ce qui va prendre le plus de place. Donc un Asphalt, au lieu que la partie du jeu, la partie qui contient tous les graphismes, le moteur, les circuits, etc., au lieu que ça soit sur la mémoire interne de l'appareil, ce sera sur la carte SD. Donc c'est quelque chose qui est quand même super pratique si vous êtes par exemple un gros joueur. On peut voir aussi qu'on voit l'utilisation de la RAM, même si c'est pas forcément vrai ce qu'on voit et elle est souvent complètement bouchée. On va arriver quand même sur le point, donc c'est une surcouche qui tend à s'améliorer, mais elle a encore des petites choses à apprendre, mais elle commence à être sympa à utiliser au quotidien. Le plus gros problème de cet appareil actuellement, c'est sa RAM. Donc on va réouvrir quelques applications pour montrer un petit peu quel est le plus gros souci de cet appareil, qui est le multitâche. Un multitâche que je trouve juste absolument médiocre, pour ne pas dire inexistant. Vu qu'il y avait un moment, par exemple, alors le Idol 3 par exemple avec le Android 5.0 était déjà un bon, comment dire, était déjà assez mauvais, le Redmi Note 2 aussi, mais alors là, on atteint des sommets. Je n'ai jamais vu un truc qui soit à ce point aussi mauvais. Alors je sais pas si ça va le faire là, je ouvre plein d'applications pour vous montrer. Euh, un, un, un. On va ouvrir quoi d'autre? Alors par exemple page jaune, bah là il se recharge complètement page jaune. Bon après c'est vrai que je l'ai fermé tout à l'heure. On va ouvrir quoi d'autre? Allez horloge. Et voilà. Donc si par exemple je réouvre page jaune, ah ça se rouvre. Il faut savoir que là en plus je viens juste de les rouvrir. Bon là c'est une application système normalement oui. Si on va chercher Deezer, il la recharge un peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement fermé, mais elle n'est pas complètement ouverte non plus. Là, oh, il l'a gardé en mémoire. Oula, il est gentil. Il est gentil aujourd'hui. Là, oh là là, oh, ça rigole plus. Alors là, là, en fait, ça va être un peu particulier, puisque là, il m'a pas fait du tout ce que je pensais faire. En fait, je vous explique. Normalement, en pleine journée, donc vous avez votre application qui est ouverte, celle à côté, il va la recharger. Et ça l'a fait. Bon, pour ceux qui ont vu le test express, ont vu qu'il y avait donc eu donc des tests d'autres formeurs et ont vu. Vous pouvez le voir aussi sur le test express. Ce problème, c'est que ça va faire sur à peu près tout. Mais là, il le fait pas du tout. Il m'énerve. Bon bah, et là, il marche bien alors qu'il devrait pas marcher. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les applications, mais vraiment toutes, se rechargent. Et c'est juste affreux. Bon, alors là, déjà, l'appareil, juste avant le test, je viens de le démarrer, mais en plus de ça, voilà, j'ai tout fermé pour tout réouvrir. Mais après même quelques minutes d'utilisation, il va commencer à être mais horrible, c'est-à-dire que d'une application à l'autre, mais ça va être juste mais dégueulasse à utiliser. C'est-à-dire que voilà, c'est plus aucune application, là c'est vraiment exceptionnel là pour moi je découvre qu'il peut avoir un multitâche correct pendant quelques minutes. Mais sinon, il réouvre tout. Il n'y a aucune application qui est gardée en mémoire. C'est-à-dire que normalement, celle-ci, elle devrait même pas être en mémoire en plein milieu de la journée. Enfin, dans le sens où là, ça fonctionne, mais ça devrait pas. Et je ne comprends pas. Euh, là, putain, il le garde en mémoire. Pour moi, c'est exceptionnel ce qui se passe. En pleine journée, dites-vous bien que, en gros, il y aura maximum, grand maximum, 2 applications qui vont rester en mémoire. C'est juste extrêmement mauvais. C'est en gros quand vous regardez les speed tests qui réouvrent les applications, par exemple un Samsung ça va être 5 applications parce que la RAM est très agressive et après ce sera du rechargement d'applications. Là c'est vraiment, on va avoir allez, 5-6 apps où ça va recharger l'application mais à moitié, c'est-à-dire que ça va la garder en cache,
mais elle est compressée, ou elle est, voilà, elle est pas complètement fermée, mais pas complètement ouverte. Et après, tout le reste, il va tout réouvrir. Il va vraiment tout réouvrir. Normalement, vous êtes censé avoir ça. C'est exactement ce qui se passe tout le temps. Donc c'est censé, voilà, c'est tout le temps comme ça. Imaginez-vous bien, vous passez de Facebook à Twitter, c'est ça directement. Mais je veux dire Facebook à Twitter, c'est-à-dire que Facebook est à côté, quoi. Et c'est une horreur. C'est vraiment, c'est-à-dire que la surcouche en elle-même, c'est pas mal amélioré en termes de cohérence, en termes d'ergonomie, etc. Parce qu'elle revient d'assez loin quand même. Mais alors, le multitâche sur l'Honor 5C est une horreur totale. Les 2 gigaoctets de RAM sont complètement insuffisants et mais c'est juste impressionnant. C'est-à-dire que même le Windows 3 fait mieux. Et pourtant, le Windows 3, c'est assez mauvais de ce point de vue-là, en 5.0, parce que 5.0 était assez mauvais vu la fuite de mémoire, en fait. Là, on est sur 6.0, donc avec le problème qui est réglé, et c'est pas le cas. Enfin, c'est-à-dire que là, ils ont juste pas géré la RAM. Donc c'est le point noir de cette surcouche, c'est qu'elle est fluide, etc. Mais si vous utilisez un petit peu le multitâche, si vous êtes habitué un petit peu à passer d'une app à une autre sans qu'elle ait besoin de se recharger, vous allez être extrêmement déçu et c'est très frustrant. Pour ceux qui ont pu justement l'utiliser sur le forum et d'autres appareils, c'est vraiment le pire multitâche que tout le monde a eu et c'est devenu, c'est ultra chiant. Donc ça, c'est vraiment dommage, en espérant qu'une mise à jour vienne régler ce problème et qu'on se retrouve avec un multitâche comme on voit là, parce que là, il marche bien alors qu'il ne devrait pas. Normalement, dites-vous bien que, euh, en gros, en temps normal, vous avez cette application qui est ouverte, cette application qui est ouverte, et alors ça, c'est avec un peu de chance déjà, et avec un peu de chance celle-ci aussi. Et là, c'est impressionnant. Là, il arrive à retenir. Je ne l'explique pas, mais tant mieux. Et c'est pas vraiment représentatif de de ce que vous avez dans la réalité. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment le gros souci de cette surcouche et je comprends pas un tel ratage sur ce point-là, quoi. C'est-à-dire que vraiment, même en le faisant exprès, c'est rare d'avoir un multitâche vraiment aussi mauvais, mais à ce point-là. Donc, bon, à la limite, tant mieux là que ça marche bien, mais c'est pas représentatif. Normalement, c'est juste inutilisable et ça gâche en fait toute l'expérience de cette surcouche. Donc attention, si vous voulez ce téléphone, si vous aimez bien la surcouche, attention au multitâche qui est juste horrible. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran, donc un IPS Full HD, donc un écran tout à fait classique de 1900 x 1080p de 5,2 pouces. Donc c'est un écran qui est plutôt sympa à garder, les couleurs sont plutôt bonnes, un petit peu un poil saturé, juste pour flatter un petit peu l'œil sans trop dénaturer les couleurs. Donc c'est un écran que je trouve très agréable au quotidien à regarder. Et au niveau, donc au minimum, hop, au minimum il est vraiment très correct, il va assez bas et au maximum il est très lumineux. Donc là-dessus l'écran est pas mal du tout. Et ce qu'on peut, c'est même aussi gérer la température des couleurs, comme montré tout à l'heure sur la surcouche. On va pouvoir vraiment essayer d'avoir le blanc le plus blanc pour nous. Parce qu'après, c'est peut-être quelque chose qui est un peu subjectif, mais par rapport au test, par exemple, vous avez, je sais pas, tel delta E, et voilà, il est parfait, sauf que les jaunes sont dégueulasses, comme sur les Samsung. Et bien ici, vous allez pouvoir le régler. Donc si vous préférez peut-être quelque chose un poil vers le rouge, si vous voulez jaune pour reposer un peu vos yeux, si vous préférez les couleurs froides, et bien vous aurez le choix de le faire comme vous voulez. De ce que j'ai vu moi, pour moi le plus blanc c'est en allant vers le rouge et je sais plus ce que j'avais fait moi. Je l'ai perdu complètement, mais je crois que c'est à peu près par là. On avait quelque chose qui était plutôt pas mal. Donc après, c'est quelque chose. Vous mettez à côté d'un autre portable et vous pourrez comparer et avoir le blanc le plus blanc possible. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Cette façon dont ils l'ont fait. Au niveau des angles de vision, forcément, on est sur quelque chose de très bon aujourd'hui. On a une excellente dalle IPS qui fait qu'au niveau des angles de vision, c'est très bon. Donc c'est un écran qui, en plus de ça, n'agresse pas les yeux, voilà, c'est vraiment correct, il agresse pas les yeux, il les fatigue pas trop, les couleurs sont plutôt bonnes, il est même agréable, avec les icônes en fait qui ont été faites de EMUI, c'est même très joli, c'est vraiment agréable à regarder tous les jours, et voilà. Le seul souci sur cet appareil, sur cet écran, c'est le contraste qui est un peu mauvais, qui est en dessous des 1000 sur 1, et qui est un peu en dessous, et ce qui fait que, bah, par exemple, sur une image noire, eh ben, ça va pas être très noir. C'est-à-dire que là, vous avez la qualité des Samsung, des AMOLED, où on va avoir un noir qui est assez profond. Là, c'est un noir qui va plus se rapprocher des gris que du noir noir. Si je montre une image noire,
plus de ça, hop. Je sais pas si comme ça va être assez clair. Euh, Là, ça se voit pas trop. Là, ça se voit un petit peu, c'est-à-dire que là, on a des noirs qui sont un peu blanchis par la luminosité, et en fait, on peut voir que si on regarde, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais on a le noir sur le côté, en fait, ce qui fait le bord de l'écran, et le noir ici. Et bien, on peut voir que le noir est un peu, comment dire, il est pas si noir que ça, c'est un noir qui est éclairé, et ce qui fait qu'on n'a pas un noir très profond. C'est la seule petite chose, moi, c'est quelque chose que je trouve pas forcément très dérangeant. C'est vrai que ça reste plus agréable, mais l'ensemble de l'écran est assez bon pour qu'on n'y prête pas réellement attention. Donc voilà, c'est une petite chose, c'est vraiment très léger, et par exemple dans le noir ça va se voir, dans le noir complet, mais dans la journée, dans la vie de tous les jours, ça va pas vraiment se voir. C'est surtout l'écran lui-même qui est très bon et qui je trouve vraiment est agréable à l'œil. C'est vraiment une des forces de ce téléphone pour moi. Au niveau du son, donc on se retrouve avec une jack qui malheureusement m'a un petit peu déçu. On va voir ça tout de suite. Alors en fait, d'accord, et Paydoué. Ce qui m'a déçu, en fait, surtout, c'est que c'est déjà très basseux, mais il manque du détail sur les musiques. On va aller un petit peu plus loin sur la musique. Alors, on va essayer de prendre une autre musique. Tac, on va aller sur le coup de cœur. On va aller prendre celle-ci. Alors, ce qui se passe surtout, voilà, c'est qu'il est surtout porté sur les basses. Il y a vraiment beaucoup de basses, elles sont très présentes, mais il manque aussi du détail. Le son n'est pas très punchy, n'est pas très, il est un peu mou. Ce qui fait que c'est assez moyen et on est sur quelque chose d'un petit peu décevant. Le plus décevant, c'est surtout l'effet SWS du casque qui est activable dans le son, qui lui est carrément massacre la musique. En fait, ça va ajouter des basses sur tout le spectre entier, et ce qui fait que ça va rendre le tout encore plus inaudible, surtout avec des écouteurs. Là encore, ça passe, mais avec des écouteurs, c'est vraiment très, très. Enfin, c'est carrément, ça devient carrément pas, vraiment pas terrible du tout. Sans l'effet SWS, c'est quand même mieux, et ce qui fait que ça le rend correct. Mais franchement, c'est vraiment moyen. Euh, Au niveau du haut-parleur, on est surtout sur les médiums. On sent surtout que c'est concentré justement sur les médiums, les voix, et c'est ce qui ressort comme on entend sur cette musique. Pour ceux qui seraient intéressés, voici hein, bien sûr le titre. Et comme on peut le voir, hein, il y a un seul haut-parleur. Et là, on peut entendre que c'est vraiment la voix qui ressort par rapport au reste de la musique. C'est vraiment les médiums, les basses elles sont audibles, mais il n'y aura pas de quelque chose d'exceptionnel. En soi, il se débrouille plutôt bien, il est vraiment porté sur les voix, mais il n'est pas exceptionnel du tout. Au niveau des photos et de la vidéo, alors la vidéo, on est sur quelque chose d'un petit peu correct, ça manque un petit peu de fluidité, forcément, il n'y a rien pour la stabilisation. Il a un petit peu du mal à faire le contraste entre le clair et l'obscur, ce qui fait qu'on aura quelque chose qui sera un peu plus sombre que la normale. Après, il se débrouille correctement, ça passera. Au niveau des photos elles-mêmes, donc vous pourrez voir dans la description, comme d'habitude, l'album photo Google Photos. Au niveau du rendu des photos, c'est très correct, c'est très proche de ce qu'on a dans la réalité. Par contre, donc quand je dis les rendus, c'est surtout les couleurs. Par exemple, on peut voir la photo est plutôt belle, hein. Mais ce qui se passe, c'est que bon là par contre c'est carrément fantaisiste. Là c'est parti sur des couleurs complètement fantaisistes. Ce qui se passe surtout, c'est qu'on a un manque de détails qui fait qu'on est sur quelque chose de très moyen de ce point de vue-là. C'est ce qui manque réellement. La caméra avant, par contre, elle était assez correcte, hein. On peut voir donc au travail que voilà, on a quand même pas mal de détails. Donc on peut apercevoir pas mal de choses. Donc c'est plutôt correct et l'angle est plutôt bon. Mais au niveau du détail en fait des photos de l'appareil, c'est très moyen. C'est un peu en dessous du Redmi Note 2 par exemple, qui n'était pas déjà extraordinaire en termes de détail. Parfois voilà, les couleurs sont quand même un petit peu fantaisistes aussi. Euh, mais après, normalement j'avais d'autres photos. Ça c'est trop vieux. Et d'autres photos qui étaient plus représentatives, mais c'est ça qui manque, c'est il manque réellement du détail sur les photos, c'est ce qui fait défaut. Donc, ce qui fait que c'est assez moyen, on est à peu près sur un résultat similaire au Nord 5X.
Il y a quand même une certaine amélioration sur la présentation au niveau de l'application appareil photo, puisque avant on avait quelque chose qui était assez fouillé, assez brouillon, et il y a vraiment un effort qui a été fait par la marque. Donc sur le côté gauche, on a toujours les choses particulières, donc les modes, donc photo, photo pro, donc en manuel. On va pouvoir gérer donc tout un tas de choses, donc les ISO, l'ouverture. Donc ici c'est la balance des blancs. Ici on va voir le type en fait d'autofocus. Ici donc le correcteur de blanc par rapport pour que ce soit naturel, donc avec la lumière, le soleil, ce genre de choses. Nous avons aussi le type. Alors on a autofocus, je pense que c'est automatique AFS. Et là, on peut le faire enfin, manuellement. AFC, AFS, je ne sais pas quelle est la différence du tout. Ah oui, AFS, ça va être quelque chose de semi-manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir quand est-ce qu'il fait le focus. Et ici, ça va être le type en fait de focus que ça va faire, si c'est matriciel, si c'est sur un point précis ou ce genre de choses. Donc par défaut, c'est toujours normalement le meilleur. Donc voilà, petite clarté comme ça. Vous avez bien d'ailleurs vidéo pro, donc pareil avec la partie manuelle. Embellissement vidéo, donc le côté où on améliore les visages. HDR, panoramique, gourmet, quelque chose que vous connaissez déjà qui permet d'améliorer un petit peu, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus saturé au niveau des couleurs pour rendre les plats un peu plus mangeables, on va dire, quelque chose de plus joli. Light painting, timelapse et ralenti. Donc d'ailleurs le ralenti, on va juste faire, je vous avoue que j'ai pas fait de ralenti. Ralenti, qu'est-ce que ça peut donner? Ça a l'air d'être du 120 fps. Hop, on va vérifier. Ouais, c'est ça, c'est du 120 fps. Donc déjà, c'est une bonne chose. On va voir ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des vidéos plutôt jolies donc, en ralenti. Ensuite, sur la droite, vous avez toutes les options classiques. Donc là, on a la résolution, 13 mégapixels à l'arrière, par exemple. Hop, je me suis gouré de bouton. Ah, je me suis gouré de bouton. Donc voilà, après on a la grille, si on veut la grille pour pouvoir aligner, le contrôle audio, prise de photo au toucher, capture des sourires, suivi d'objets, toucher, maintenir le bouton de l'obturateur pour prendre en rafale ou mettre au point, et prise de photo rapide, ou alors ajustement d'image si vous trouvez que la saturation, le contraste ou la luminosité manque de quelque chose. Et donc, on pouvait voir aussi que ça enregistre par défaut sur la carte SD en priorité, donc dès qu'il y en a une qui est mise dedans, donc ça c'est plutôt cool. On a ici aussi les différents filtres, si vous voulez, donc type Instagram, etc., pour prendre des photos, bah voilà, valence, mono, etc. Et on a aussi pareil, donc ici on peut switcher mode photo, mode vidéo. Donc voilà. Voilà un petit peu le tour de l'appareil photo. C'est quand même c'est bien mieux quand même que au départ. Ils ont fait une réelle amélioration par rapport à ça. Le fait qu'on ait soit les à gauche, soit à droite pour faire les différents modes, c'est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus simple à utiliser. Au niveau de l'autonomie, c'est là où j'étais assez déçu, puisque l'appareil m'a vraiment déçu de ce point de vue-là, puisqu'on se retrouve à l'heure actuelle avec un téléphone qui normalement est avec un processeur gravé en 16 nanomètres, donc un processeur gravé assez finement, et une batterie de 3000 mAh. Ce qui fait qu'on devrait avoir une autonomie vraiment bonne, comparable normalement à un Redmi 3 ou presque, ce qui est quand même excellent, sachant que lui, il avoisine les 10 heures écran allumé, ou le Redmi Note Pro qui avoisine aussi ces scores-là, donc un excellent score, avec une batterie de 4000 mAh, mais c'est gravé en 28 nanomètres. Là, il est gravé en 16 nanomètres, et la grosse avancée par rapport à ça, c'est que ça consomme beaucoup moins. Sauf que bah, dans la réalité, ce processeur-là, qui se retrouve aussi dans le Huawei P8, non P9 Lite, eh bien soit ça a été très mal optimisé au niveau de la ROM, soit le processeur, derrière il y a des choses qui fait que ça consomme beaucoup plus que la normale, et tous les efforts pour rendre le processeur qui consomme moins, donc gravé plus finement, ne sert à rien. Puisqu'on se retrouve avec un score ici sur YouTube, et ce qui est aussi dans la réalité pour une utilisation classique, donc vous pouvez voir pareil en bas dans le descriptif l'autonomie, vous pouvez le comparer au Galaxy A5, qui était aussi comparé en termes
marketing, et on se retrouve avec un banal score de 5 heures, donc quelque chose qui est dans la moyenne, rien de très mauvais en soi, mais par rapport à ce qui était attendu, c'est mauvais. Par rapport à du 16 nanowatts, c'est mauvais, puisqu'on aurait dû atteindre plus donc les 7, 8, voire 9 heures écran allumé, ce qui aurait été normal en utilisation moyenne, et là, sur une utilisation moyenne, on est sur du 5 heures. Donc c'est pas terrible, et c'est assez décevant, et donc quand je parle d'utilisation, c'est mix 4G, Wi-Fi, réseaux sociaux, etc., ou simplement YouTube. 5 heures, c'est pour un tel processeur et un tel argument marketing qui est quand même l'argument central de l'appareil, c'est-à-dire avoir une grosse autonomie, eh bien c'est raté. C'est complètement raté et c'est vraiment dommage, puisque là on est, voilà, 5 heures d'autonomie, c'est décevant, quoi. C'est juste moyen et on est 2 fois moins performant en termes d'autonomie qu'un Redmi 3 ou qu'un Redmi Note Pro. Donc c'est quand même un sacré fossé, sachant qu'il est censé les concurrencer. Donc c'est un peu décevant, si vous attendez à avoir une grosse autonomie sur cet appareil, eh bien ce ne sera pas le cas. Au niveau de ce processeur justement, donc c'est un Kirin 650 qui est un octo-cœur en Cortex A53, Cortex A53 en révision 4, donc l'une des dernières versions du Cortex A53. Octo-cœur qui est donc est propulsé en 2 GHz pour 4 cœurs et 1,7 GHz pour les 4 autres cœurs. Et donc on se retrouve avec un score de 905 et 3810, ce qui est plutôt pas mal du tout. On est un peu moins bon par exemple que le Helio X10, mais on est quand même sur quelque chose de très très performant. Donc là, 905 points, c'est-à-dire qu'on est quand même équivalent à un Snapdragon 800, 801, ce qui est vraiment pas mal, c'est un très bon score. Et en multicœur, on est équivalent au Snapdragon 810, donc un très bon score aussi, on est même plus performant qu'un Snapdragon 805 ou 801 de plus de 1000 points, ce qui est appréciable, on est juste derrière le Exynos 7420. Face par exemple au Helio X10, on est à 4500 points. Face au Snapdragon 615, 616, on est sur un score qui est quand même supérieur, puisque le 615, 616, c'est environ 600, 700 en single core et 3000 en multicœur, tout comme le MT6753. Le Helio P10 lui fait un poil mieux avec un score de 700 en simple cœur, 700-800 et un score de 3200 à peu près en multicœur. Donc c'est un excellent score du côté processeur, sachant qu'il est en 6.0, donc c'est quand même pas mal du tout. Si on compare au niveau GFX Bench, on se retrouve donc par exemple face au Lenovo Moto G4 qui est donc propulsé par un Snapdragon 617 et à peu près vendu à peu près à 200 euros à peu près, un peu plus. Donc on est quand même supérieur sur la partie graphique grâce au Mali T830 en 2 cœurs. Donc on peut voir que c'est entre 5 et 10% supérieur, sachant que les deux écrans sont en 1080p pour l'un comme pour l'autre, donc ce qui est pas mal du tout, c'est un très bon score. Si on compare avec le Meizu M3 Note, alors je suis pas sur le M3, ouais le M3 Note il n'est pas affiché, donc ça c'est un peu chiant. Le Oppo F1 Plus on l'aura pas, donc c'est le P9000 qui l'a, hop. P9000 Lite. Donc lui, il est équipé comme par exemple donc le Meizu M3 Note du Helio P10, donc le MT6755 sinon, le successeur du MT6753. Ça devient compliqué tout ça, qui lui a un Mali T860 MP2. Donc la gamme un petit peu supérieure. Donc sur Cartier, il est quand même supérieur à de 20%. 20 et 10%. Sur Manhattan, par contre, il reprend. Donc après, c'est à peu près équivalent sur Manhattan. Sur Manhattan, toujours. Donc là, on a Manhattan 3 points et Manhattan normal 3.0. Donc 17% et 10%. T-Rex, voilà. C'est encore supérieur du côté du. C'est assez étrange d'ailleurs. Alors peut-être que l'éléphone avait été mal optimisé, mais j'ai pas d'autres téléphones qui utilisent ce même processeur que j'aurai ici. On va vérifier avec le Redmi Note par exemple, pour terminer, Redmi Note 3, oui c'est ça, hop là, je me confonds toujours, Redmi Note 3, donc là par contre le Redmi Note 3, alors là c'est le 3 Pro, forcément je ne prends pas le bon, ah ils ont supprimé des, c'est pratique ça, en Helio X10 il y a le MX5 normalement, ils ont supprimé plein de choses, ah les bâtards, ah les bâtards. Ouais, c'est super pratique ça. Donc là, qu'est-ce qu'il y avait en Helio X10? Ah, je sais plus. Ils ont supprimé une masse de trucs.
C'est super pratique. Le Idol 4, on a vu, HTC One 1. Moto X-Play, S615, on s'en fout. Donc là, c'est My T860, donc pareil, hein, il dit à peu près la même chose. Le T830 est censé faire mieux. C'est assez étrange qu'ils réagissent comme ça, mais pourquoi pas. Yumi Super, bah voilà, parfait. Ça, c'est du Helio P10. Voilà, c'est parfait. Helio P10, 10%. 10%. Et je voulais comparer, non, c'était pas ça. Je ne sais plus à quoi je voulais comparer au X10, hein, mais je ne le trouve pas. Parce qu'il est bien plus haut. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Ah, je sais pourquoi je ne trouve pas. Parce qu'il n'a pas fait le test. Voilà, et là, si je fais la recherche, Redmi Note 2, on va prendre le Redmi Note 2 qui est en 2 GHz, donc à peu près équivalent. Avec, donc là, il les a pas fait. On va faire juste Manhattan 3.1, donc 23%, et il reste quand même supérieur au Redmi Note 2 en termes de puissance. Sauf sur Manhattan en 3.0, où là, par contre, c'est le Redmi Note 2 qui prend l'avantage, et sur tous les autres tests, il prend l'avantage. Mais comme il a des drivers mieux faits, il s'en sort mieux. Ce qui fait que bah, il s'en sort plutôt bien, hein. Il s'en sort plutôt de façon pas mal du tout. Il a des bons scores, donc ce qui fait qu'en jeu, ça va plutôt être pas mal, comme on va le voir. On retrouve sur Asphalt 8, donc, qui est un jeu très commun, qui est très très téléchargé. Et c'est un peu le souci, c'est que sur les jeux Gameloft, il n'y a pas que lui, il y a aussi Sniper Fury. Le jeu n'est pas, oui, le jeu n'est pas fluide. Sniper Fury, c'est pareil aussi, il n'est pas très fluide. C'est un peu incompréhensible. C'est vraiment les jeux Gameloft qui vont pêcher sur ce téléphone, mais c'est surtout, à mon avis, parce qu'ils sont, ce qui semble être le cas, ils sont optimisés surtout pour les Adreno et pas pour les processeurs Mali. Les Adreno qui sont sur les Snapdragon. Mais les Mali, bah, comme il y en a un petit peu de plusieurs et qui dépendent beaucoup du téléphone, bah, là, voilà, on a quelque chose de pas optimisé. Ce qui fait que là, on est à peu près, on a plein de micros. C'est pas fluide, on est à l'impression d'être entre 15 et 20 FPS et que ça oscille constamment. Donc c'est pas agréable du tout à l'œil. Et c'est pas fluide, donc c'est jouable, hein, mais c'est pas agréable du tout à l'œil. Après, comme vous voyez, j'arrive à jouer, mais déjà on sent on a l'impression d'être au ralenti, et puis c'est pas agréable à l'œil. C'est vraiment, c'est comme si ça faisait des à-coups en fait, comme si on avait des chutes régulières de FPS, et ce qui fait que c'est pas fluide. Et là, d'un coup, là c'est fluide, et là on n'a pas de vitesse, enfin, il n'y a pas de sensation. Là c'est fluide parce qu'il n'y a pas grand chose à afficher. Et dès qu'on va être dehors, bah, ça va être manquer de fluidité. Donc ça va être le problème de l'appareil, c'est vraiment sur les jeux Gameloft où il va pêcher énormément. Donc on se retrouve sur Unkilled, qui donc est un FPS qui utilise un petit peu les derniers avancées graphiques, donc c'est quelque chose d'assez sympa. Et ce jeu, donc sur Unkilled, pas de souci, la fluidité est au rendez-vous. Il y aura quelques parfois micro saccades et qu'il y aura un petit peu de monde à l'écran, mais le jeu qui est assez exigeant en termes comment dire, quelque chose de récent, qui gère plutôt bien ces trucs-là, il s'en sort plutôt bien. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Il s'en sort bien, comme on peut le voir là, pas de problème de fluidité. L'appareil ne chauffe pas beaucoup aussi, puisque comme il est gravé finement aussi, il a tendance à moins chauffer. Quelque chose qui est quand même agréable. Comme il est gravé en plus avec quelque chose de fiable, on va dire, et pas comme les Snapdragon 810, 808, eh ben, on est sur quelque chose voilà, qui ne chauffe pas et qui est très agréable. Donc ce qui fait qu'en plus de ça, au niveau du rendement, on n'aura pas de perte. C'est-à-dire dès qu'il va beaucoup chauffer, normalement un processeur se bride. Là, vu que c'est en 16 nanomètres et que c'est un processeur qui est peu puissant, il chauffe très peu. Et donc ce qui fait qu'il ne va pas se brider, donc il va avoir des performances constantes. Donc ça c'est plutôt cool. Et là on peut le voir, pas de problème au niveau de la fluidité. Et là j'enchaîne. Et c'est trop beau. Il y a quelques, qu'on peut voir, juste des micro saccades, mais c'est vraiment léger, hein. Donc, ce qui fait que pour le jeu, voilà, c'est correct, c'est juste sur les jeux Gameloft. On va faire un petit dernier pour la route. Alors pour finir, on va finir sur un petit jeu sympa qui est Ski Safari 2 pour ceux qui connaissent. Donc du moins qui connaissent le premier. Donc c'est un jeu assez sympa, un petit run, hein. Et là, j'étais mauvais. Donc pareil, donc un petit jeu 2D qui sans prétention, qui fera tourner, qui sera... Voilà, l'appareil le prend en charge sans problème. Donc tout comme les Clash Royale, Clash of Clans, etc. Ça va tourner sans problème. Il n'y aura pas de ralentissement ou quoi. Les appareils sont assez puissants pour les prendre en charge.
Donc ce qui fait que c'est assez cool, et en plus de ça, c'est un jeu très sympa. Et je me suis encore raté. Avec une petite musique sympa en plus. Donc voilà, donc là, voilà, en termes de jeu, l'appareil va pouvoir sans problème prendre les jeux sans broncher. Donc il n'y aura pas de souci, on va juste prendre le petit Yeti pour la fin, et ensuite on va passer à la conclusion. Quand même sympa Yeti, hein. Et je me suis complètement loupé, c'est magique. Alors que penser de ce téléphone? Eh bien, le Honor 5C se rate un peu dans ce qui est censé être un peu le maître là-dessus, c'est-à-dire l'autonomie, puisque au lieu d'être vraiment très bonne par rapport à son autonomie, par rapport à son processeur, eh bien, elle est tout juste moyenne, un petit peu au-dessus, à la limite un poil au-dessus de la moyenne, mais sans être vraiment réellement performant. C'est quelque chose qui a été vu par plusieurs personnes, et c'est réellement décevant. Je m'attendais vraiment à mieux, et là, bah non. Donc ce qui fait que là où enfin il est censé, voilà, il est censé réussir, il ne réussit pas. Et de plus, le gros problème, c'est que malgré que la surcouche est vraiment bien réussie, on se retrouve avec un smartphone où le multitâche est inexistant. Mais vraiment, vraiment inexistant. Et c'est vraiment, c'est juste horrible, horrible de se taper un tel multitâche qui est quasiment inutilisable dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et j'espère qu'une mise à jour arrivera bientôt. Mais voilà, pour ceux qui cherchent un peu à avoir quelque chose de similaire à ce qu'ils ont eu avant, surtout en termes de multitâche, ça va être un peu limite, hein, et ça va être clairement, voilà. Si vous êtes par contre quelqu'un, voilà, qui cherchait pas un truc extraordinaire ou quoi que ce soit, ça va passer. Mais c'est vrai que le multitâche aujourd'hui est devenu quelque chose d'important, ou d'un minimum utilisable, mais là, il est inexistant. C'est le pire multitâche que j'ai jamais vu à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment dommage, surtout qu'en plus de ça, le processeur est réellement performant, et la mémoire de l'appareil est vraiment rapide, ce qui fait que l'ouverture d'application se fait vraiment très rapidement. Mais le multitâche étant absent, eh bien tout ça est un peu ruiné, et c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que vous l'achèteriez pour l'autonomie? Non. Par contre, là où il est plutôt sympa, voilà, c'est qu'il a des performances qui sont assez bonnes et qu'il a un bel écran, mais au-delà de ça, il n'a pas vraiment grand-chose de plus. C'est ça le truc, c'est que si vous prenez n'importe quel autre smartphone, en jeu, s'en sortira sans problème. Les jeux sont quand même compatibles avec un large gamme d'appareils, large gamme de processeurs, et celui-là, bon, même s'il est plutôt bon, bah, ailleurs aussi c'est plutôt bon. Donc, pour moi, il vaut mieux aller sur un Moto G4 ou sur un Meizu M3 Note que, j'aime pas qu'on m'embête, sur un Meizu M3 Note ou qu'un Moto G4 que celui-là, parce qu'ils sont plus intéressants, ils sont mieux équilibrés, et bah, voilà, c'est-à-dire que le multitâche est réellement présent, et l'autonomie est meilleure. Là, c'est vraiment décevant, surtout que c'est son argument phare de l'appareil. Là où voilà, il s'en sort plutôt bien, c'est l'écran. Bon, l'autonomie reste correcte, reste dans la moyenne, mais n'est pas aussi performante que prévu. Les performances sont correctes. Mais la prise jack, c'est décevante. L'appareil photo est tout juste correct. Il s'en sort bien parce qu'il a un bon rendu, mais sinon le reste en termes de détails, voilà. Le design change un petit peu quand même, il est un petit peu différent de ce qu'on voit ailleurs. Mais voilà, pour moi, il n'est pas vendeur, et l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, pour moi, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de mise à jour et tant qu'il n'y a pas de correctif par rapport à ça, l'appareil ne sera vraiment pas intéressant. Sur ce, à bientôt sur Technoid pour de prochains tests.